Donc, je vous propose qu'on commence. Il y a des copains qui vont nous rejoindre par visio en cours de réunion. Je voulais commencer donc par remercier Fabien Cohen, qui est membre de la Commission nationale santé, donc qui est parmi nous ce soir. Et excuser Eliane Assassi qui devait nous rejoindre, mais qui à la dernière minute a été retenue dans une réunion des présidents de groupe au Sénat, parce que vous voyez bien qu'il y a quand même beaucoup de choses là assez compliquées qui se passent dans le pays depuis quelques heures, avec notamment l'annonce évidemment hier soir du couvre-feu, mais aussi tout un tas de discussions qui sont en train de s'engager là sur éventuellement le report des élections. C'est un peu le sujet là de dernière minute. Donc évidemment, Eliane a dû se rendre dans cette réunion. Bon, peut-être qu'elle nous rejoindra en cours de réunion, mais c'est vraiment pas dit. Quelques mots peut-être juste avant de passer la parole à Fabien sur un peu la conception que nous avons de cette réunion. Donc nous voulons vraiment faire un temps de travail pour être mieux à même collectivement de mener les batailles politiques et idéologiques sur les questions de la santé et l'enjeu de société que cela représente aujourd'hui. La crise de la Covid aiguise tout. Elle aiguise les situations des gens, les situations qu'on peut connaître dans le département notamment, mais aussi dans tout le pays, qui deviennent encore plus violentes et encore plus dramatiques, puisque ce sont directement de nos vies dont il s'agit. Nous l'avons malheureusement constaté pendant le confinement, avec un taux de surmortalité dans le département qui a atteint jusqu'à plus 134%. Les causes, nous les connaissons. Un sous-équipement chronique de notre département. Nous avons 3 fois moins de lits de réanimation qu'ailleurs, mais aussi le plus faible taux de lits par habitant, de lits d'hospitalisation par habitant de l'Île-de-France. Nous sommes un désert médical largement reconnu puisque la densité de médecins y est la plus faible de France. Et puis évidemment, ça enchaîne des conséquences sur les questions de la prévention. Et on sait aussi à quel point c'est des choses qui ont été analysées notamment et qui ont été redites fortement pendant la crise et pendant le confinement. Une précarité dans le travail accrue, une suroccupation des logements, et puis à cela s'ajoutent des pathologies plus nombreuses et plus fréquentes qui font que, évidemment, on avait déjà une situation très fragile d'un point de vue sanitaire en Seine-Saint-Denis et qu'elle s'est largement dégradée avec la crise. Malheureusement, sur la deuxième vague du virus que nous connaissons actuellement, on peut dire qu'on est malheureusement, mais assez évidemment sur la même ligne que ce qu'on a pu connaître lors de la première, et qu'on sait que d'ores et déjà, on a un taux d'occupation des lits de réanimation qui est très inquiétant, puisque la dernière carte qui est parue il y a 8 jours, j'en ai pas trouvé de plus récente, parlait déjà d'un taux d'occupation de 58%. Donc, cette crise aiguise donc la situation que vivent les gens. Elle aiguise aussi les appétits des tenants du système pour aller plus loin encore dans la mise en œuvre d'une société du chacun pour soi, où les moyens sont plus encore recentrés sur une minorité qui continue de s'enrichir. Donc, oui, ils poursuivent plus loin ces choix. Sans entrer dans le détail, parce que je pense que Fabien y reviendra largement, la loi de financement de la sécurité sociale qui va être un élément central de ce qui va se passer dans les hôpitaux dans les mois qui viennent, et notamment sur l'année 21, et qui pour l'heure prévoit une baisse de 4 milliards de la branche assurance maladie. Mais on voit aussi, à partir de ce qui se passe dans le département, à quel point ils vont encore plus loin dans la mise en œuvre de cette politique. Puisque, comme le rappelle le tract que nous avons sorti, le tract fédéral que nous avons sorti, ce qui est prévu, c'est la fermeture de l'hôpital Jean Verdier, qui est en cours de fermeture. C'est la fusion des hôpitaux Beaujon et Bichat qui arrive à Saint-Ouen avec le Grand Hôpital Nord. Ça représente 500 lits de moins.
C'est l'asphyxie financière, notamment de l'hôpital de Montreuil, mais c'est pas le cas que de celui-ci. C'est un secteur de la psychiatrie complètement sinistré dans le département, ce qui n'empêche pas le gouvernement de prévoir l'introduction de la tarification à l'activité pour la psychiatrie, puisque c'est une des mesures de la loi de financement de la Sécu pour l'année 21. Et puis plus globalement en France, c'est les 34 000 postes d'infirmiers et d'infirmières qui sont vacants, et c'est des lits qui continuent de fermer partout dans le pays. Donc non seulement le gouvernement ne fait rien pour l'hôpital, pour la santé, mais il va encore plus loin dans sa logique libérale, où seuls ceux qui en ont les moyens peuvent se soigner. Et on peut dire que moins il prend de mesures en faveur de la santé, plus on entre dans un vocabulaire guerrier, état d'urgence sanitaire rétabli, couvre-feu, le front du virus, qui en même temps qu'elle ne règle pas les problèmes de fond, nous constitue une véritable privation des libertés, alors que rien n'est fait en termes de recrutement, de formation, d'ouverture de lits, et que par contre, c'est quand même une question grave et importante par rapport aux libertés politiques, syndicales et à la possibilité de se battre sur ces sujets. La troisième chose, le troisième point que ça aiguise particulièrement, cette crise, je crois que c'est la nécessité de modifier en profondeur le système dans lequel nous vivons. Il apparaît plus clairement, à condition d'alimenter la réflexion et de mettre en débat des solutions, il apparaît plus clairement donc le cynisme de ce système qui est prêt à sacrifier nos vies pour pousser plus loin la logique libérale. Et je crois qu'apparaît aussi plus clairement que cette société nous mène dans le mur, et je crois que plus que le jour d'après, qui risque d'être pire que le précédent, c'est au système d'après dont nous voulons réfléchir collectivement. Donc c'est un peu le sens très brièvement résumé de la bataille que nous voulons engager dans le département. Dans un premier temps, vous vous rappelez, nous avons sorti la pétition sur la gratuité des masques qui correspond concrètement à un problème que rencontre la population en termes de coûts. Et d'autant que si c'est le meilleur moyen de lutter contre le virus, faut que ça soit pris en charge par la sécurité sociale comme telle. Donc, je vous rappelle qu'elle rencontre quand même un large succès, puisqu'à chaque fois qu'on prend une initiative avec ce matériel, il y a beaucoup de gens qui nous laissent leurs coordonnées pour poursuivre le dialogue, la bataille sur cette question, et qu'on alimente à chaque fois qu'on nous transmet les coordonnées par des articles, par des vidéos, par des éléments qui nous permettent de continuer à cheminer avec les gens. Le deuxième temps de cette bataille, donc, c'est le tract fédéral qui est arrivé ce matin en fédération et que toutes les sections peuvent récupérer, donc qui à la fois dénonce la situation, mais essaye de porter, d'avancer une réflexion sur le fait que la santé doit sortir de la loi du marché, avec pareil des éléments sur la question du médicament, qui est quand même une question centrale, sur le fait que ce n'est pas une marchandise, qu'aujourd'hui on connaît des pénuries de médicaments, ce qui aggrave évidemment complètement la situation sanitaire de beaucoup de monde, avec notamment la proposition d'un service public du médicament relocalisé afin de répondre aux besoins, et puis aussi des éléments sur la question de la sécurité sociale, donc pour porter cette réflexion de fond. Et d'ores et déjà, je sais que beaucoup d'initiatives sont prévues avec ce matériel. Le troisième temps de ce qu'on voulait imaginer, mais c'est un peu le but aussi de la réunion de ce soir, pour regarder comment on construit notre bataille, c'est de pousser plus loin peut-être la réflexion sur la question du budget de la sécurité sociale, parce qu'il y a quand même évidemment beaucoup de choses qui vont se nouer là dans les jours et les semaines qui viennent au Parlement, donc de pousser la réflexion et de regarder comment on permet plus largement à ce que les gens s'emparent de cette question du budget et que ça devienne une question plus large, plus populaire, tout en poursuivant évidemment toutes les initiatives engagées, que ce soit notamment, je pense beaucoup, à l'hôpital de Montreuil, où beaucoup de choses ont été faites, mais aussi à la fermeture de Jean Verdier, à l'hôpital Nord, enfin voilà. Donc, je veux pas être plus longue, mais voilà, l'idée un petit peu pour resituer le cadre de notre réunion, réfléchir
à cette bataille dans la durée, avec la question du rôle de nos élus qui interviennent beaucoup sur ces sujets-là, notamment ces dernières semaines, hein, nos élus locaux, départementaux, régionaux, aussi dans la perspective des futures échéances et ces échéances électorales, l'intervention de nos parlementaires pour construire cette bataille et être à la fois sur les préoccupations quotidiennes des gens, notamment la question du masque, sur l'inquiétude extrêmement importante qui existe dans la société, mais aussi sur la visée de ce que nous voulons changer à plus long terme. Donc voilà, je ne veux pas être plus long que ça. Je passe tout de suite la parole à Fabien, et puis on engage le débat pour aller sur la construction de toutes ces batailles. Ben merci Nathalie. Effectivement, tu as dressé tableau que j'allais dire, on connaît malheureusement à travers dans ces réalités le Covid-19. J'aurais tendance à dire, on avait tendance à dire, un jour viendra une crise et elle nous montrera qu'on avait raison quand on dit qu'il y avait un démantèlement de notre système de santé et une attaque en profondeur de la Sécu. Le Covid, aujourd'hui, a montré la réalité. J'étais avec Fabien Roussel à la manif tout à l'heure, on discutait avec un responsable syndical et Fabien posait la question en disant mais alors comment on fait pour avoir tout de suite des réanimateurs? Sauf que tout de suite des réanimateurs, on ne peut pas en avoir parce qu'il faut 15 ans pour former un réanimateur. Donc on est devant une situation qui est grave, pour pas dire quelque part un peu dramatique, et qui effectivement entraîne les mesures que l'on connaît. Les mesures, toutes les mesures qui ont été prises sont, j'allais dire pour une bonne part, liées à la crainte, à l'énorme crainte que nos hôpitaux ne peuvent plus ou ne peuvent pas accueillir dans de bonnes conditions ceux et celles qui pourraient effectivement subir. Alors je dis pas que pour autant il faut laisser les choses faire, mais je veux dire qu'on est aujourd'hui dans cette situation où une partie des contraintes qui nous sont imposées sont liées à la situation de notre système de santé. Au passage d'ailleurs, un système de santé qui est mal utilisé, puisque fondamentalement, on parle beaucoup d'hôpital, mais il faut savoir que notre santé publique est en grande déliquescence. C'est à peine 1%, 1,5% du budget de la santé qui est consacré à la santé publique, ce qui veut dire que les études en amont, ce qui veut dire que toutes les recherches, que toutes les manières d'approcher ce qu'on appelle, nous, les déterminants de santé, c'est-à-dire le fait que la santé n'est pas une maladie ou l'absence de maladie, mais c'est un bien-être moral, physique, etc. Et donc, une situation où on peut essayer d'avoir une influence par différents moyens. Je dis ça parce que, y compris dans la campagne qui s'ouvre, tu l'as dit, par exemple, les surlocations, enfin, les gens qui sont à plusieurs dans des appartements, etc. Les problèmes de l'alimentation, qui sont de plus en plus difficiles, sont des problèmes aussi importants ou presque, finalement, que le fait d'accéder à un médicament. Parce que si j'accède pas à manger bien, je peux toujours éventuellement avoir un médicament grâce à la Sécu, mais en fait, c'est bien dommageable que j'en sois arrivé là. Donc, on est devant cette situation-là où l'inégalité sociale vis-à-vis de la santé, elle est en amont de la maladie, et bien sûr, elle est en aval de la maladie, dans la mesure où nous ne portons pas, ou nous n'avons pas forcément les moyens d'apporter à tout le monde la même qualité de soins. Ce qui ne veut pas dire qu'in fine, dans nos hôpitaux, il n'y a pas des bons médecins et que nous n'avons pas la capacité de répondre. Simplement, dans une crise comme celle-là, il y a véritablement engorgement et donc report. Et ça, c'est un des plus gros problèmes que l'on a rencontré dans le premier confinement et à mon avis qu'on va rencontrer à nouveau là, puisque c'est reparti. La note de Martin Hirsch, très récente, impose à nouveau des dégradations de soins, c'est-à-dire des soins qui sont reportés, et impose au personnel des situations qui sont de plus en plus invivables. Ce que je disais aussi tout à l'heure à Fabien, c'est que la situation, parce qu'il me disait, c'est plus grave. Pourquoi c'est plus grave? C'est plus grave tout simplement parce que entre la première crise et la deuxième crise, on a des personnels qui sont à bout du rouleau. Autant ils ont pu partir frais, entre guillemets, à la première crise, autant à la deuxième crise, non seulement ils n'ont pas eu le temps et la possibilité de se recalquer, mais en plus ils ont toute la déception
du Ségur qui n'a pas été à la hauteur des ambitions, on est loin des applaudissements de 20 heures, on est loin des médailles, on est loin du défilé du 14 juillet. On est dans des personnels qui aujourd'hui quittent l'hôpital. Et c'est ça qui encore aujourd'hui aggrave la situation. C'est que nous ne sommes pas seulement dans des situations où il y a moins de médecins, moins d'infirmiers, mais on a des infirmiers, notamment les jeunes, qui fuient. Alors ils fuient de deux manières, soit ils abandonnent purement et simplement le job, soit ils vont dans le privé. Et ça, c'est une autre des problématiques qui nous interpelle, c'est l'appel privé. L'exemple, la moitié de ceux qui à Mondor, vous savez peut-être le porte-parole de la coordination de Mondor, à Mondor, on a encore eu une réunion il y a quelques jours, les copains me disaient, la plupart des infirmiers qui ont démissionné, ils sont pris dans le privé. Ils n'ont même pas le temps de chercher un job. Et l'IGR, notamment l'Institut Gustave Roussy pour nous dans le Val-de-Marne, est aujourd'hui très content de récupérer du personnel, ce qui veut dire qu'il y a un vase communicant, mais il y en a qui ont ras-le-bol, qui quittent le métier, qui disent travailler dans ces conditions-là. Ce qu'il faut voir, c'est que ce qui touche, quand on dit santé, parlons aussi du médico-social, c'est aussi le secteur du médico-social qui est totalement sinistré. Sinistré parce que d'abord en grande partie privatisé et surtout parce qu'il manque des moyens. Alors on reviendra sur les besoins en termes d'emploi, que ce soit dans l'hôpital ou ailleurs, mais il faut bien voir. Et toute cette situation-là, elle est le résultat de quoi? Et tu l'as dit, puisqu'on fête les 75 ans de la Sécu, profondément, c'est la sécurité sociale qui est au cœur des problèmes. Si on n'arrive pas à expliquer ça aux gens, ils ont du mal des fois à comprendre pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi finalement ces gouvernements, est-ce qu'ils sont aussi impitoyables, aussi dégueulasses, certes ils sont de droite ou sociodémocrates, mais est-ce qu'ils sont aussi impitoyables que ça? Et non, la question c'est que dès 47, pour ceux qui ont vu le film La Sociale, vous avez pu vous en rendre compte, il y avait juste un tout petit passage, ça a duré 1 seconde et demie, où on voit un mec du MEDEF de l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, qui disait il faut rapidement mettre fin à ce qui vient d'être mis en place. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu pour comprendre le danger que ça représentait, cette cotisation sociale qui venait ponctionner directement sur les profits, qui venait ponctionner directement sur le capital. Alors, ils n'avaient pas le choix entre 45 et 55, 60, 70 même, ça a trénouillé un petit peu, mais il fallait absolument que les points d'achoppement soient réglés au plus vite. Et toute la stratégie, et c'est ça qui est assez impressionnant, je le dis parce que j'y ai travaillé dessus et ça m'impressionne, c'est la manière dont méthodiquement, quel que soit le gouvernement qui a été en place, grosso modo, avec quelques exceptions près, la preuve, le passage éclair de Ralit à la santé. Toi, mon grand, tu peux pas rester là, c'est pas possible. Tire-toi de là, tu nous gênes. Ça a été de déconstruire la Sécu, conforter le secteur complémentaire et donc le secteur privé assurantiel, et en même temps, permettre au patronat de se retirer des dépenses qui sont liées à la protection sociale. Et tout a été organisé dans ce sens-là progressivement. Et ça par différents moyens. Par exemple, la question de la démocratie. Tout de suite, il fallait régler ce problème-là. 67, on enlève on crée la parité. La Sécu n'était pas censée être paritaire. Elle était, il y avait une petite place pour le MEDEF, mais c'était nous, la CGT d'ailleurs à l'époque, qui dirigeons la Sécu. Ils ont introduit cette idée de paritarisme alors qu'elle était complètement contraire à l'esprit de la sécurité sociale. Elle a permis quoi? Elle a permis à la social-démocratie, grâce aux syndicats qui sont CFDT ou autres, FO, à tour de rôle d'ailleurs, de prendre la direction et de valider les différentes orientations qui sont prises par le gouvernement. Ça a été la démocratie, les ordonnances 67 a été un temps fort qui a aussi remis en cause l'unicité. C'est un des points de la sécurité sociale. Les 4 branches qui sont la famille, qui sont les accidents du travail, maladies, qui sont les questions de la vieillesse et la famille, maladie, vieillesse, accident du travail, maladie professionnelle. Les 4 branches, elles étaient solidaires. Ce qui veut dire que chacune des branches, quand il y avait un déficit d'un côté, permettait d'être compensé de l'autre. Et donc, cette unicité permettait, en mettant en silo chacune des branches, on a déjà créé le concept
ou potentiel pour le futur de déficit. Non, avec non, c'est un téléphone qui doit déconner. Donc le concept de la comment dire de cette conception qu'on avait de la protection sociale de la naissance à la mort. On le voit bien aujourd'hui avec cette idée de c'est pas une cinquième branche pour allumer de facilité, c'est une cinquième branche uniquement pour essayer de transférer une partie des dépenses qui étaient les dépenses de l'État vers les dépenses de la sécurité sociale et donc d'aggraver le déficit et donc deuxième étape, de la faire à travers la CSG et non pas de la cotisation qui a été introduite après. L'universalité aussi a été remise en cause, puisque normalement, il devait y avoir progressivement aller de 80% à 100%. Or, on a vu très vite, et le dentaire a été un des révélateurs, de la manière dont, effectivement, l'universalité n'existait pas. Il n'y avait pas 100% sécu. Il y avait différentes possibilités de remboursement, sans compter l'introduction qui a eu lieu après du secteur 2, qui a permis, et secteur 3 et dépassement d'honoraires, tout ce qu'on veut, qui ont permis de créer un marché potentiel, un marché qui a créé un appel pour le secteur privé. Et donc, on a eu une augmentation de la privatisation. Dans le même temps, la médecine de ville est restée très longtemps libérale, très longtemps libérale. Nous rappelez-vous, et vous devez le savoir, nous sommes battus notamment en Seine-Saint-Denis pour des centres de santé. Les centres de santé, c'était une notion qui, jusqu'à il y a encore, moi j'étais près de 25 ans secrétaire général du syndicat des dentistes de centres de santé, c'était un truc, quand on disait qu'on était au centre de santé, on était banni des ministères dans les discussions, banni des autres professionnels, des ordres, etc. Aujourd'hui, les choses sont un petit peu différentes du fait des déserts médicaux. Mais ils ont quand même introduit cette notion de maison médicale qui, elle, qui a été traînée pendant près de 5-6 ans. On a beaucoup de temps à faire la clarté entre maison médicale, maison de santé et centre de santé. Je rappelle au passage que maison de santé, il y a à la fois la possibilité de faire du secteur 2, que c'est du libéral, ce sont des gens qui sont libéraux, qui ne sont pas des salariés, qui n'ont pas d'obligation de prévention, qui n'ont pas d'obligation de respecter donc les conventions de secteur 1, surtout comment dire, dans les spécialités. Ce sont des structures en fait libérales de groupe fondamentalement, mais qui ont réussi, du fait de la désertification médicale, à obtenir des financements publics des collectivités ou d'autres. Le centre de santé, lui, est totalement dans une autre logique. Et celui, naturellement, pour lequel nous sommes favorables, c'est le centre de santé public. Je dis ça parce que on vient de me dire, par exemple, que je crois que c'est l'hôpital de Lariboisière, où on est en train d'introduire des centres de santé de type COSEM, qui sont des centres de santé privés, qui viennent là pour récupérer notamment les nouveaux 18 € qu'on met sur les consultations d'urgence. Et donc, ce sont des centres vraiment pour faire du fric, qui n'ont rien à voir avec nos centres de santé, qui soient municipaux, et je dirais même qui soient mutualistes. Ça n'a rien à voir. Ce sont des centres qui, depuis en plus les nouvelles lois récentes pour lesquelles on s'est battu, mais Macron nous les a imposées, suite d'ailleurs à des lois qui étaient celles de Touraine, c'est de faire en sorte que n'importe quelle structure, même une structure à but lucratif, peut monter un centre de santé dit à non lucratif. Comment vous imaginez qu'une structure lucrative va mettre en place une structure à but non lucratif sans que quelque part il y a une manière de se rétribuer pour faire du dividende. Donc aujourd'hui, c'est une partie non négligeable de ces structures, mais en même temps, nous avons réussi à obtenir que des départements, même de droite, comme la Saône-et-Loire, etc., puissent créer des centres de santé, des villes de droite qui créent des centres de santé. Donc, on a mené un combat et on continue à mener un combat pour non seulement faire en sorte que les centres de santé priment les maisons de santé, et je reviendrai quand on parlera peut-être de territoire et de conception, de la territorialisation de la santé, mais il y a de ce point de vue-là quelque chose d'important. Alors, toute cette logique de démantèlement de la Sécu, elle visait à quoi? À faire quelque part deux choses. Baisser en profondeur
les cotisations, donc exonérer le maximum le capital et le patronat de ses responsabilités au titre de ses personnels, mais en même temps faire en sorte de créer un vide quelque part qui permette notamment à l'assurance privée de venir compléter. Ce qui a amené d'ailleurs à cette idée qui est très subtile, qui vient peut-être en partie de notre manière de communiquer. Nous, vous savez, on parle de 100% sécu, c'est-à-dire que tout soit pris en charge pour les soins nécessaires, indispensables, comme pour les médicaments par la sécurité sociale. Macron a créé le principe du zéro reste à charge. Alors, l'un dans l'autre, on pourrait se dire que c'est la même chose au bout du compte, puisque ça veut dire que le patient ne paye pas, entre guillemets. Sauf que ce n'est pas du tout la même chose. Entre vous payez votre sécu, parce que vous cotisez et votre patron cotise, etc. Et vous avez droit, en fonction de vos moyens, la réponse à vos besoins, soit vous êtes obligé, et c'est le cas du zéro reste à charge, de payer quand même une mutuelle plus ou moins importante au fur et à mesure du temps, adaptée à la carte, qui peut être multiple suivant les types de réponses, et donc qui entraîne une inégalité plus profonde et qui entraîne un pseudo zéro reste à charge, et qui est en plus limité puisqu'il ne comprend pas forcément toujours tout. Donc le zéro reste à charge a été quelque chose qui est rentré un petit peu dans les mœurs et qui a continué à donner le sentiment que oui, il est normal qu'il y ait une mutuelle à côté d'une sécurité sociale. Alors, nos détracteurs disent, oui, mais attendez, Ambroise Croizat lui-même, quand il a négocié la Sécu, il a laissé la partie, ce qu'on appelle le ticket modérateur, la partie. Sauf qu'à l'époque, Croizat, quand il avait mis ça en place, c'était une étape dans une négociation qui était très serrée à l'époque avec les mutuelles, mutuelles au passage qui étaient souvent proches de nous, et qu'il fallait trouver un terrain de discussion et de négociation. Mais c'était prévu pour que ce soit vers la fin. Eux, ils ont fait l'inverse. Au point où aujourd'hui, pour ce qui concerne la médecine de ville, c'est près de 50 à 60% des actes qui sont pris en charge par les mutuelles. Et on n'est plus dans le 80%. Et donc, on est devant une situation. Mais il y a eu une deuxième conséquence à cela. Parce que si on veut baisser, bien sûr, les cotisations, compte tenu de ce que représentait le tissu et qui a continué à croître avec notamment la création des CHU, des centres universitaires hospitaliers dans les années 70 jusqu'aux années 70-80, il fallait trouver un moyen de stopper les dépenses de maladie. Et c'est là que la question de l'assurance maladie vient percuter l'organisation de notre système de santé. Alors, ils ont percuté comment? D'abord, première des choses, sur la Sécu elle-même. Il fallait que l'État reprenne la main sur la Sécu. Donc on était plus loin qu'en 67. Il ne s'agissait pas simplement de séparer, j'allais dire, les travailleurs des patrons et faire en sorte qu'il y ait une sorte de paritarisme, mais il fallait plus que ce soit la Sécu qui, normalement, devrait être maîtresse de son argent. Récemment, Macron disait, je crois que c'est Macron qui disait, finalement, la Sécu, ou c'est Castex, je ne sais plus, la Sécu et l'État, c'est la même chose. Non, non. La Sécu et l'État, ce n'est pas la même chose. La Sécu, c'est notre argent, je dirais presque que c'est privatisé ou privatisable, puisque ça nous appartient, ça appartient pas à l'État, alors que l'État, effectivement, c'est notre argent, mais sous l'angle de la collectivité, qui est celle politique de l'organisation de notre pays. Cette différence entre Sécu et État a été brisée par Juppé, qui, en créant le PLFSS, enfin le LFSS, c'est-à-dire la loi de financement de la sécurité sociale. PLFSS, ça veut dire projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc on démarre par un projet de loi et on aboutit à une loi. Le PLFSS 2021, par exemple, là, est en train de se discuter. Ce PLFSS entraîne quoi? Il entraîne l'intervention de l'État dans la masse financière. C'est-à-dire que l'État va fixer une enveloppe dans laquelle, en théorie, on n'a pas le droit de sortir. Bon, on a bien vu que des fois, quand on n'a pas le choix, il a bien fallu qu'il les allonge là. Mais le fait c'est pendant près de 25 ans, le PLFSS a été un outil de destruction de notre système de santé, en baissant progressivement ce qu'on appelle l'ONDAM, c'est-à-dire l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, qui se fait en plusieurs ONDAM, un ONDAM hospitalier, un ONDAM pour la médecine de ville.
en fixant des ondames en plus différents, il n'y a même pas la possibilité de faire passer de l'argent de l'un à l'autre, en théorie. Après, il y a un ondame rectificatif, de toute manière, en cours de session, mais ça crée un couloir, une filière dans lequel les hôpitaux se sont engouffrés. Conclusion de ces ondames, qui a entraîné une raréfaction de l'argent pour les hôpitaux, c'est la dette. C'est-à-dire que les hôpitaux ont commencé à s'endetter pour pouvoir, l'État refusant d'investir avec des enveloppes qui étaient très limitées. Et un des dangers que l'on voit, nous, arriver dans cette campagne des régionales notamment, on ne parle pas de départementales, mais des régionales, c'est le fait qu'on pourrait, et Pécresse est pas loin de mettre le doigt dedans, de mettre de l'argent de la part de la région Île-de-France, enfin des régions d'une manière générale, parce qu'elle n'est pas le seul à évoquer, dans les hôpitaux. Sous-entendu, il nous manque 4 milliards. Bon, c'est vrai que 4 milliards au niveau national, 4 milliards, si on remet ça au niveau de la région Île-de-France, ça pourrait faire peut-être un petit milliard, 1,5 milliard. Bon, la région pourrait peut-être mettre 1 milliard. C'est de notre part exclu. C'est exclu que les collectivités mettent le doigt. On est dans des devoirs régaliens. La santé est un devoir de l'État. Je dis bien de la devoir de l'État, est autre chose que la manière dont la sécurité sociale organise, par l'argent qu'il récupère, organise la répartition financière. Sauf qu'aujourd'hui, elle ne l'organise plus. Elle ne l'organise plus parce que c'est l'État qui, à travers la loi de financement de la sécurité sociale, va dire où doit se retrouver l'argent. Et au fur et à mesure des années, on a été amené à raréfier l'argent. Raréfiant l'argent, on arrive à quoi? On arrive à se dire à un moment donné, il faut regrouper. Et les premières privatisations ont été celles des secteurs dits non hospitaliers, non soins, comme par exemple la lingerie, comme par exemple la propreté, comme par exemple qu'on a transféré au privé. Et petit à petit, une bonne part des secteurs techniques ouvriers de l'hôpital sont passés dans un secteur privé avec des appels d'offres, des appels voilà. Et donc à partir de là, on a continué à raréfier, à diminuer le budget de l'hôpital, parce que par là même vous réduisez la masse du budget de l'hôpital. Et puis on a été plus loin. On s'est dit oui, mais donner des enveloppes entières, c'est pas bon, parce qu'ils font ce qu'ils veulent et ils vont pas forcément faire les actes les plus rentables. Donc, on a créé la T2A, la tarification à l'activité. La tarification à l'activité a été une manière de pousser à la fois à une plus grande utilisation de l'argent de la part de la Sécu, mais en même temps à orienter les soins vers les soins les plus rentables, entre guillemets, à l'hôpital. C'est-à-dire ceux qui rapportent le plus. Parce que effectivement, les codifications sont différentes. Ça, c'est créé par la Sécu. C'est des codifications différentes. Et à chaque codification, vous faites tel acte, ça représente tel coût. Et l'hôpital est remboursé à tel coût. Mais si vous mettez de la T2A et qu'un hôpital, à un moment donné, par exemple, fait des soins comme la pédiatrie, qui rapporte très peu d'argent, alors que la chirurgie, l'oncologie, les greffes, quels que soient les types de greffes, rapportent de l'argent. Il y a des soins qui sont tout aussi vitaux, mais qui ne rapportent pas de l'argent parce que c'est une autre façon de travailler. Eh bien, ils sont progressivement ont été mis soit délaissés et quelque part privatisés, comme tout ce qui concerne les petits soins de les opérations de chirurgie de traumatologie. Il faut savoir que les 2/3 de la traumatologie aujourd'hui est faite dans le privé. Elle n'est pas faite dans le public. Parce que ce sont des actes qui sont moins, moins sophistiqués et donc qui rapportent moins à l'hôpital et ainsi de suite. Donc on est devant une situation qui progressivement et d'étape en étape a créé un système qui a amené à une situation où on ne pouvait plus gérer dans ces conditions-là. Et c'est là qu'est arrivée Madame Bachelot. Mais elle a été précédée par une autre disposition, c'est les schémas régionaux d'organisation des soins. C'est-à-dire qu'on a commencé par faire ce qu'on appelle la planification. L'idée de la planification, c'était pas l'idée de faire remonter les besoins et donc la demande pour créer l'offre, mais c'est au contraire de se dire quelle offre on a et on règle les besoins en fonction. Ce qui nous amène à la situation qu'on connaît aujourd'hui avec le Covid. Parce que quand on dépasse une situation, entre guillemets, normale, et
on est devant quelque chose qu'on a du mal à gérer. Je rappelle au passage qu'il y avait une autre dimension que j'ai oubliée, mais qui est fondamentale et qui est la plus horrible, la plus perverse pour moi qu'a pu faire le patronat et la droite et tout ce qu'on veut depuis qu'ils ont commencé à agir, c'est 70-72, le numerus clausus. Penser qu'en réduisant le nombre de médecins, on allait réduire le nombre de soins, à l'époque, nous, on se disait c'est complètement starbé. J'étais à l'époque, c'était pas cette bataille, j'étais président de l'UNEF Santé, je me rappelle de ces grosses manifestations qu'on avait fait dans Paris pour lutter, pour s'opposer au numerus clausus. Les ordres ont été très favorables au numerus clausus parce qu'ils y ont vu l'intérêt, en raréfiant leurs médecins, d'avoir plus de malades et donc de gagner plus, ce qui a été pas faux de leur point de vue, mais en termes de perspective, et nous, l'UNEF à l'époque, et le parti, je venais juste rentrer à la commission santé à l'époque du parti, mais on avait dit en 2015-2020, ça va être catastrophique. Et on n'était pas des grands spécialistes en matière d'économie de la santé ou de santé publique. À l'époque, on était au mieux, moi j'étais en 4e année dentaire, d'autres étaient en 5e année médecine, etc. On était des étudiants, quoi. Mais bien sûr épaulés politiquement par le parti, par l'UEC, etc. Mais on avait bien senti que c'était hyper dangereux. Malheureusement, ça s'est mis en place. Et en se mettant en place, elle a créé une autre forme de raréfication qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la question que posait Fabien Roussel, c'est que oui, aujourd'hui, quelque part le confinement ou le couvre-feu, tout ce qu'on veut, c'est une manière comme une autre de compenser ce que l'on ne peut pas donner. Parce que on ne peut pas aller chercher des médecins. Alors certains copains disent oui, on peut peut-être aller chercher des médecins cubains, mais franchement, c'est quand même pas vraiment une solution. On peut le faire comme ça se passe aux Antilles, par exemple. D'ailleurs, ils sont intervenus aux Antilles, les médecins cubains. Il y en a eu une quarantaine, je crois. Mais là, franchement, c'est pas une solution à l'échelle d'un pays comme le nôtre. Donc, on voit bien qu'on est pris au piège, un véritable piège qui n'a pas été traité, enfin, je veux dire, qui est une démarche européenne qui n'a pas été traitée de la même manière partout. Nos batailles à nous, finalement, en ralentissant au maximum le processus et en s'opposant à une régionalisation aussi de la santé, ce qui est le cas par exemple en Espagne ou en Italie, hein, la santé est non seulement inégale, et inégale par région parce que ça dépend de ce que mettent les régions dans chacune de ces stratégies de santé. Nous avons créé une situation qui est entre deux, c'est-à-dire qu'on a une bonne part du privé et du public, mais tout n'est pas privé. Et donc, notre public ne peut pas répondre de bonne manière. L'Allemagne est dans une situation différente. Pourquoi? Parce que l'Allemagne a multiplié les hôpitaux privés. Et donc, elle a une structure d'hôpitalisation privée qui est beaucoup plus importante et qui a donc créé des lits et assez dotés de dimensions qui lui ont permis de meilleure manière à répondre à la crise. Donc, vous voyez, je dirais presque que le capitalisme a pu répondre à sa manière à la crise, mais en créant encore plus de capitalisme, alors que nous, en bloquant, en freinant finalement les intentions capitalistes, nous avons quelque part aussi un peu les inconvénients, puisqu'ils ne voulaient pas, et ils ne veulent toujours pas, répondre à la demande que nous exprimons depuis des années d'arrêter les suppressions de services, les fermetures d'hôpitaux, les restructurations de tout ordre. Et ces politiques de restructuration, j'ai parlé des SROS tout à l'heure, c'est le principe des schémas régionaux d'organisation des soins, qui sont aujourd'hui inclus dans les plans régionaux de santé. Alors, il y a eu le plan 1, le plan 2. Au passage, la plupart des collectivités les ont refusé, le plan 1 et le plan 2, mais comme la conception de l'ARS, c'est le directeur général qui compte, il suffit qu'il mette sa signature et c'est bon. Et c'est ce qu'il a fait, ce qu'ils ont fait à chaque fois, puis ce n'est pas les mêmes DG d'ARS. Les SROS ne suffisaient pas. Il a fallu créer les ARH, c'est-à-dire les agences régionales hospitalières. Parce il fallait absolument essayer de planifier les hôpitaux et l'État, en créant les ARH, a fait le premier plan hospitalier de restructuration. Mais le gouvernement, et notamment Bachelot, a senti que ça n'était pas suffisamment cohérent.
parce qu'elle n'allait pas assez loin dans le mode d'organisation du système de santé. Parce que les ARH dépendaient du ministère ou des directions régionales de l'action sociale. Vous savez, c'est des DRAS, ça s'appelait à l'époque, et des DDAS pour les départements. Bon, ça faisait trop de lieux, de décisions, et ça donnait une plus grande responsabilité au niveau de l'État, et donc quelque part c'était trop visible. D'où la logique de Bachelot de créer les ARS, les agences régionales de santé, qui avaient pour objectif de reprendre en main et de restructurer avec un seul et même chef d'orchestre, une sorte de ministre de la Santé ou de préfet de la Santé au plan local. C'est une... Je dirais, c'est pas un aboutissement, parce que après, il y a eu Touraine et Buzyn, et Touraine comme Buzyn ont été encore plus loin à chaque fois. Ils ont été plus loin, puisque la dernière en date, Buzyn, a été même jusqu'à créer, à vider de sens ce qu'on appelle l'hôpital de proximité, pour en faire finalement une structure qui est uniquement une structure de dispensation de soins primaire ou en tout cas d'urgence, et encore sans service vraiment d'urgence, alors que l'hôpital proximité tel que nous le concevons, il doit y avoir de la réanimation, il doit y avoir des maternités, il doit y avoir des blocs de chirurgie, il doit y avoir la capacité d'avoir de la pédiatrie, etc., etc. C'est-à-dire que ce doit être l'unité de base hospitalière qui réponde aux premiers besoins hospitaliers et pas seulement de médecine courante, et qui doit être articulée avec d'autres structures pour former ce que nous on appelle le conseil cantonal de santé ou bassin de vie de santé, c'est-à-dire la structure de base qu'il nous semble falloir dans chaque département. Chaque département doit avoir au minimum autant pratiquement qu'il y a de cantons, qu'il y a de petites structures de conseils cantonaux de santé. Cette logique est totalement inversée avec l'ARH. L'ARS propose de fixer au plan régional les besoins, ou plutôt l'offre, et elle impose cela en bas progressivement. Et ça entraîne qu'il va falloir réduire tant de l'ici, il va falloir supprimer tant de là. L'exemple en est actuellement avec, par exemple, la gériatrie, puisque la PHP veut toujours, et petit à petit y arrive au passage, supprimer la moitié des lits en SLD, c'est-à-dire en soins de longue durée, c'est-à-dire pour les personnes âgées. Ce qui est complètement absurde, puisqu'on sait que d'ici 2040-2050, on va avoir une augmentation de près de 50% du nombre de personnes âgées, si ce n'est pas plus. Et donc, de ce fait, les problèmes que nous connaissons aujourd'hui en matière d'EHPAD, etc., vont être démultipliés. Alors, pourquoi? Parce qu'ils poussent aux EHPAD. Et les EHPAD, naturellement, des EHPAD qui sont à caractère privé, avec les groupes Corian. Le plus beau exemple, c'est la directrice générale de la PHP, qui, une fois qu'elle a fermé les lits de gériatrie de la PHP avant de partir, une partie des lits de gériatrie, puisque là, ils en continuent encore d'autres. Il y avait une première vague, là, c'est une deuxième vague. Elle est allée chez Corian, elle est devenue directrice de chez Corian. Donc, je veux dire que c'est l'exemple typique de la convergence et de la corrélation entre l'organisation de notre système de santé public aujourd'hui avec le secteur privé. Alors, vous le voyez, ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'on marche sur deux pieds. On a un pied qui est la Sécu et un pied qui est l'organisation du système de santé. Et que les deux forment un ensemble, au bout du compte, qui permet ou d'aller en avant ou d'aller en arrière. On ne peut pas impunément réduire les cotisations sociales. On ne peut pas impunément faire toutes ces exonérations. On ne peut pas arriver à une réduction de l'emploi, comme c'est aussi, parce qu'il faut voir que le système de sécu jusqu'à maintenant est basé sur l'emploi, puisque c'est une cotisation qui est liée à un travail. Si on ne peut pas faire tout ça et en même temps aller augmenter les dépenses de santé dans tout azimut, c'est impossible. À cela s'ajoute, tu l'as évoqué, et je ne dirais pas que je vais conclure parce que alors, là, je peux le dire. À cela se rajoute une autre problématique très forte
de la part pour le gouvernement en matière de dépenses de santé, c'est le médicament. Et donc, tout le travail a été fait ces derniers temps, aidé au plan international par le concept des brevets. Le concept des brevets fait que, effectivement, aujourd'hui, tout appartient à ceux qui fabriquent, enfin, qui en théorie conçoivent le médicament. Et il faut savoir que la recherche, jusqu'à un certain niveau, peut être publique, mais après, elle passe au privé. Et donc, forcément, le brevet devient privé. Il n'y a quasiment pas de brevet public. C'est assez rare. Quand on va de bout en bout dans un hôpital ou dans un secteur public, de la recherche jusqu'à l'essai clinique, et donc au fait de déposer un brevet. C'est pour ça que nous posons la question du pôle public du médicament. Pôle public du médicament qui aujourd'hui ne peut pas être seulement français. Pourquoi? Parce que le médicament aujourd'hui est devenu une problématique mondiale. Je ne dis même pas européenne, elle est devenue une problématique mondiale. Parce que tous les groupes, il y en a 4-5 qui se partagent le monde, tous ces groupes-là sont des groupes internationaux et mondiaux. Et donc, à un moment donné, on ne peut pas se retrouver, nous, en situation de contraindre en France et voir les autres fuir ailleurs et nous imposer par l'extérieur, puisqu'ils ont les brevets, le prix des médicaments. Sachant que ce prix des médicaments en France, bien sûr, sur un plan positif, est négocié avec la sécurité sociale, mais sur un plan négatif, en fait, comme la sécurité sociale répond aux exigences et quand elle n'est pas noyautée par le patronat, conclusion, elle leur donne des prix qui sont des prix qui leur permettent ici de faire un prix, mais d'en faire un autre dans un autre pays. L'exemple en est par exemple du médicament de l'hépatite C. Ce médicament de l'hépatite C, ils ont voulu nous le vendre en France à la hauteur de 70 000, 80 000 euros la boîte de médicaments. Parce que c'est un médicament qui est effectivement très efficace puisqu'il règle le problème. Il ne soigne pas, il guérit de l'hépatite C. Donc, la logique aujourd'hui qui est mondiale de la part des groupes pharmaceutiques, ce n'est plus de fixer le prix d'un médicament en fonction, je dirais, du coût. Vous savez, prix production plus bénéfice et puis égal coût. Non, c'est pas comme ça qu'ils fixent les prix. Maintenant, c'est l'espérance de vie que ça suscite. C'est-à-dire que plus l'espérance de vie est promise en longueur, et donc on vous donne des années de plus à vivre, plus ces années à vivre, vous allez payer à travers le médicament qu'on vous donne. Et donc le prix a explosé. On se retrouve aujourd'hui avec des prix qui peuvent aller à 40, 50, 100 000, 150 000 euros pour un médicament. Alors naturellement des médicaments, pas tous, mais on y retrouve notamment les médicaments qui sont les nouveaux médicaments pour lutter contre le cancer, qui entraînent des situations comme en Angleterre, où le gouvernement anglais a décidé de faire le tri qui aura le médicament et qui ne l'aura pas, parce qu'ils ne peuvent pas payer pour tout le monde. Donc, vous voyez, on est dans cette logique-là. Et face à ça, on a quoi aujourd'hui? On a le vaccin qui est dans le même problématique. Est-ce que le vaccin qui va devenir le brevet de Pierre-Paul ou Jacques, à moins que ce soit les Chinois qui le fassent, et encore, je ne suis pas sûr qu'ils nous fileront gratos, mais c'est clair, Sanofi livrera pas, et ils ont déjà touché de l'argent d'ailleurs, pour livrer des doses. Et comme en plus, paraît-il, on les pousse à aller vite, ils retirent leurs responsabilités s'il y a problème. Vous imaginez jusqu'à quel point le cynisme que ça peut avoir. D'où le pôle public du médicament. Pour nous, il est français, il doit être européen. Pourquoi? Parce qu'il y a une agence européenne du médicament. Et que c'est cette agence européenne qui fixe les conditions maintenant au pays. De plus en plus sur les logiques Et nous demandons que non seulement il y ait une agence française du médicament, un pôle français public du médicament, un pôle européen public du médicament, mais que l'ONU, l'OMS en l'occurrence, prenne ses responsabilités. Et d'ailleurs, dans le débat du Covid, vous avez pu voir ces derniers temps l'intervention pour la première fois de l'OMS pour exiger pour un certain nombre de pays que finalement il y ait la possibilité d'un vaccin universel accessible à tous. Je ne dis pas gratuit parce qu'il faudra bien que quelqu'un le paye, mais qui soit en tout cas pour les gens accessible sans avoir à payer. Cette question du médicament est importante. Pourquoi? Parce qu'elle grève en grande partie les budgets de nos hôpitaux. Parce que nos hôpitaux achètent aussi des médicaments.
Et ils les achètent sur le marché, j'allais dire presque un peu comme tout le monde, sauf quand ils font des essais cliniques ou des choses comme ça. Mais au bout du compte, ce qui fait que le budget médicament d'un hôpital est un budget qui n'est pas sans conséquence sur le budget total. Donc, il y a un lien entre toutes les différentes facettes du système de santé qui toutes convergent vers une même logique, essayer de finalement d'arriver à une médecine de base accessible à tous pour donc la population la moins aisée, et progressivement une médecine à plusieurs vitesses pour les gens qui sont de plus en plus aisés dans la société. Avec ce que je vous dis au niveau d'un pays est vrai au niveau des États. Et il y a la même logique, je dirais, d'inégalité, finalement, qu'on retrouve dans les États, avec à l'intérieur de chaque État, bien sûr, les strates aussi. Mais fondamentalement, en macroéconomie, c'est un peu les choses. Donc, face à ça, c'est toutes ces structures qui ont été créées, qu'elles soient les GHT, les groupements hospitaliers de territoire, les GHU, les groupements hospitaliers universitaires, la nouvelle APHP là, qui s'est imposée il y a 2 ans maintenant, 1 an et demi, 2 ans, et qui a refondu tous les hôpitaux en à peine 4 groupes, grosso modo, nord, sud, est et ouest, tout, et on en revient à l'hôpital nord-francilien. L'hôpital nord-francilien, c'est pas seulement une stratégie, j'allais dire, de fermer Bichat-Beaujon, je dirais, c'est presque, pas secondaire, mais c'est quelque chose qui vient en conséquence, en quelque sorte. Mais la vraie stratégie, c'est d'avoir 4 grands pôles. Un pôle avec l'hôpital de Saclay qu'ils veulent créer, et c'est pour ça qu'ils veulent aujourd'hui fermer les hôpitaux de Longjumeau, Juvisy et Orsay, parce qu'ils ont en prévision l'hôpital de Saclay. Ils ont Paris, bien entendu, qui a son pôle, le nord francilien, et il y aurait 2 appendices sur les côtés pour l'Est et l'Ouest. Et quelque part, et encore, pour l'Est, dont on fait partie, c'est rattaché à Paris, c'est rattaché au nord francilien ou au sud francilien. Par exemple, l'hôpital de Mont-d'Or gère déjà en partie l'Essonne et la Seine-et-Marne. De même que plus tard, le nord francilien, à mon avis, gérera en partie le Val d'Oise et une partie des Hauts-de-Seine. Donc, vous voyez, on a une stratégie là qui vise finalement à quoi? À continuer à comprimer l'espace public pour laisser à nouveau de la marge encore au secteur privé. Et donc la stratégie de l'hôpital nord-francilien, elle doit être combattue, à mon avis, dans cette logique-là. Et ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quelque part, je pense, enfin nous pensons, on en reparlait encore à la commission santé régionale avant-hier, il ne faut pas opposer la création de cet hôpital. Tu l'as dit tout à l'heure, vous êtes sous-doté, vous avez des besoins, ils veulent investir, investissez à Saint-Ouen, créez un hôpital, mais pas au détriment de Bichat et de Beaujon. C'est ça notre logique. C'est qu'aujourd'hui, oui, il faut créer peut-être un hôpital à Saclay. Moi, j'en suis pas sûr, mais admettons. Mais il ne faut pas que ce soit au détriment. La preuve en est, c'est que on a été bien content dans l'épisode Covid, confinement, de réouvrir les 3 hôpitaux en ligne de réanimation qui ont marché à plein. Il y a eu à Juvisy, je crois, plus de 50 lits de réanimation. Il y en avait 0. Ils ont réouvert les lits de réanimation. Et heureusement qu'ils n'avaient pas fermé la structure, qu'ils n'avaient pas démoli. Donc on a pu réinvestir, ils ont pu réinvestir la structure. Cette logique-là, nous, il faut qu'on la mette en avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à une étape irréversible. Parce que après, sinon, on serait obligé de faire des nationalisations d'hôpitaux ou des choses comme ça. Je ne pense pas que nous sommes dans une étape irréversible. Certes, il y a un secteur privé qui est de plus en plus important, mais on a encore un secteur public qui, si on se bat, peut à la fois, et il a je dirais, les assises immobilières. Et ça nous amène à un autre problème. Et c'est une des discussions qu'il y a notamment avec la ville de Paris, c'est quid des assises je dirais de terrain que des anciens hôpitaux. Aujourd'hui, quand on fait un hôpital, moi je veux bien que, y compris Yann Brossat, des fois il nous dit je construis du logement social. Mais cela dit, tu construis du logement social, mais tu as participé à la fermeture de Fernand Vidal ou je ne sais pas quoi. Donc il y a un moment donné, nous aussi, un vrai problème de fond à nous poser sur finalement
quelle logique d'urbanisme on veut. Et est-ce que les gens doivent être prêts, assez près, et ça c'est vrai en Île-de-France comme en province, enfin en région, on doit être le plus près possible. D'où l'idée de structurer en conseils cantonaux ou conseils bassin de vie, on l'avait appelé conseils territoriaux de santé, mais quand j'ai créé le concept, c'était il y a 10 ans, et il y a 10 ans, il n'y avait pas, depuis nous le récupérer, parce qu'il y a aujourd'hui, il existe le conseil territorial de santé, c'est le sous-conseil du CRSA, du conseil régional de la santé et de l'autonomie, qui est l'appendice qui se veut être la partie démocratique de l'agence régionale de santé, mais qui en fait n'a ni moyens d'expertise, ni budget, ni rien. Elle n'est qu'une chambre qui discute, qui de temps en temps dit des choses. Et elle trouve son appendice, si je puis dire, son étage en dessous, avec les conseils territoriaux de santé dans les départements, comme il y a les délégations territoriales de l'ARS. Hein, il y a le pendant. Aujourd'hui, nous pensons que il faut qu'il y ait localement, dans chaque territoire, qui soit donné, qui correspondent à peu près à 40, 50 000 habitants, grosso modo, un petit hôpital, un centre de santé qui lui est rattaché, pour faire le lien hôpital-médecine de ville, une maternité, au moins de secteur 1. Il faut qu'il y ait aussi la possibilité d'avoir un EHPAD ou quelque chose qui soit une structure médico-sociale. Bref, que les premiers besoins de la population en termes de santé se retrouvent localement là, à définir bien sûr localement, avec les élus, avec les syndicats, avec les usagers, avec les gens. L'ensemble formerait une dimension départementale qui pourrait être en lien avec le conseil départemental, et on aurait ce qu'on a appelé nous, alors on l'a appelé un peu parce qu'on avait voulu faire le pendant à ARS, agence régionale, nous on a parlé des assises régionales de santé. Bon, c'était, alors je ne sais pas s'il faut garder le mot assises régionales de santé, mais en tout cas, on l'a organisé en 2009, je rappelle, c'est à l'initiative de notre groupe, du parti d'abord et de notre groupe ensuite, qui dans la campagne électorale a imposé l'idée d'assises régionales de santé en Île-de-France. Sauf que ça a été récupéré à l'époque par le PS, qui a dit très bien, ils ont voté pour, on a été super étonnés, on se dit bien pourquoi ils ont voté pour ce truc-là, et en réalité c'est parce qu'ils l'ont organisé eux-mêmes, et ils ont refusé que la structure citoyenne qu'on avait mis en place, qui avait demandé ces assises, soit partie prenante de ça. Alors, on s'est plus ou moins battu, on est arrivé plus ou moins parce qu'on avait un rapport de force à l'époque qui pouvait encore un peu nous permettre. Mais le fait est, c'est que ça n'a pas eu l'objectif total que nous souhaitions. Le Nord a essayé de mettre en place, c'est les seuls deux régions qui avaient à l'époque mis en place des assises régionales, mais là, cette fois-ci, c'est le groupe qui l'avait fait parce que la région avait refusé à l'époque. Ces assises régionales a pour objectif donc de faire remonter et de donner une dimension, je dirais, régionale, une vraie politique. Car plusieurs fois on me pose la question, est-ce que le parti est contre les agences régionales de santé? Oui, on est contre les agences régionales de santé, mais on n'est pas contre une organisation ou une réflexion régionale de la santé. C'est pas tout à fait la même chose. Qui est cohérence régionale, où on travaille avec à condition qu'on crée des structures en bas de remontée. Oui, bien sûr, il faut faire ça, il faut que ce soit logique, et il faut que la structure administrative, qui est aujourd'hui, on pourrait dire l'ARS, devienne une structure d'appui à cette structure politique. Et c'est que ce soit la structure. Par contre, nous ne sommes pas favorables à ce que ce soit la région qui prenne à sa charge l'ARS. Et que donc l'ARS devienne un organisme. Alors on pourrait me dire, oui, mais la région est bien le représentant finalement des élus, etc. Non, ça ne donne pas du tout la même logique que celle que nous préconisons, qui est du bas vers le haut. Donc on est dans une conception d'organisation territoriale qui aujourd'hui, nous semble, devrait pouvoir répondre à un changement, mais naturellement, on ne peut pas imaginer la conception territoriale de la santé sans service public de santé et santé publique, sans avoir la sécurité sociale dont nous voyons un financement différent. Alors différent, non pas dans le sens où la cotisation la supprimerait, bien sûr, loin de là, mais au contraire, nous proposons que cette cotisation soit aussi élargie aux revenus financiers, que ça ne soit pas seulement, aujourd'hui, nous savons qu'une partie des richesses
produites qui circulent ne circulent pas uniquement que par le travail, elles circulent par d'autres moyens. Si on faisait cotiser, et donc on garde l'esprit de la cotisation, et si on faisait cotiser rien qu'au même taux ce qui est aujourd'hui les revenus financiers pour la sécurité sociale, nous obtiendrons tout de suite 42 milliards. 42 milliards, c'est grosso modo ce qui va manquer aujourd'hui dans les caisses de la Sécu du fait du déficit. Donc, on a aujourd'hui des propositions. Alors, je vous propose une autre proposition que nous faisons depuis un bout de temps, qui a été portée notamment par Paul Bocara, qui est la modulation. C'est-à-dire, l'idée, c'est de dire que, compte tenu qu'aujourd'hui, on sait bien que le type d'emploi ne rapporte pas la même chose, pour rendre plus... Comment dire, pour pousser les entreprises à créer de l'emploi, on modulerait la cotisation, au lieu d'exonérer, on modulerait la cotisation en fonction du nombre d'emplois dans l'entreprise. Plus une entreprise a de l'emploi, moins elle paierait de cotisation, et inversement, moins elle aurait, et donc plus elle travaillerait, je dis n'importe quoi, avec 5 personnes, je produis 10 milliards, mais avec 1000 personnes, je produis 10 milliards. Eh bien, c'est pas la même chose. D'un point de vue social, ça répond pas de la même manière. Donc, nous proposons cette modulation. Ce que nous proposons aussi, bien sûr, c'est lutter contre la fraude sociale et la fraude fiscale, c'est mettre un terme aux exonérations. Voilà, il y a un certain nombre de propositions que nous faisons qui, l'un dans l'autre, amèneraient à peu près 200 à 250 milliards. Pour une part que l'on peut verser à l'assurance maladie, mais faire attention, quand on parle de milliards à la sécurité sociale, on parle de milliards aussi à la famille, on parle de milliards aussi pour les accidents du travail et pour les retraites. Et d'ailleurs, au passage, mais je ne m'attendrai pas là-dessus parce que ce n'est pas le sujet, la situation des retraites et les lois qu'ils ont voulu nous imposer sur les retraites progressivement concourent à la même logique. C'est-à-dire de baisser les cotisations patronales et de répondre le mieux aux exigences du patronat, tout en essayant de concevoir un projet qui ne crée pas non plus la révolution. C'est un peu loupé des fois, mais voilà. Donc voilà un petit peu les premières choses que je voulais dire pour que, enfin j'espère. Après, on peut rentrer dans des détails, mais... On va lancer le débat, peut-être. Voilà. J'ai pas été trop long. Non, je crois que c'était... De quoi ? Non, vraiment, on te remercie. Je crois que c'est vraiment important, y compris pour amorcer notre débat et les actions qu'on veut mener, puisque tout ça, ça a vocation, y compris à ce qu'on puisse s'adresser largement à la population pour débattre, réfléchir et voilà, mettre en circulation ces propositions. Il me semblait vraiment que ça soit important qu'on resitue bien ça et on te remercie vraiment de tous ces éléments. Je propose qu'on y aille sur la discussion pour que vraiment on cherche à construire cette bataille dans le département. Donc, je te donne la parole au premier ou à la première qu'il souhaite. Guy, tu veux... Vas-y. Alors, je pense qu'il faut parler assez fort, hein, Émilie, c'est ça, parce que le micro, il est là, donc...